Philippe David, Arlette Chabot, Virginie Martin et Elisabeth Lévy sont nos 3 éditorialistes pour le petit-déj de l'actu. Il y a une quarantaine d'années, Patrick Juvet chantait Où sont les femmes. Dans le Sud Radio, c'est plutôt Où sont les hommes ce matin. Bonjour, et mesdames. Vous êtes là. Ouais, heureusement. J'aime beaucoup votre veste. Merci. Le dernier des Mohicans. Bonjour, mesdames. De quoi avez-vous décidé de parler avant l'émission ? Alors, Elisabeth, non mais on voulait descendre un peu le catalogue de mesures de Marlène Schiappa, je crois. Voilà, exactement. Sur le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Contre les violences faites aux femmes, absolument. Ah, on attaque comme ça direct. On attaque directement, droit très devant. bien. Droit devant. Oui, alors d'abord, on dirait définitivement qu'elle n'a pas envie de s'attaquer à la racine du mal concernant les violences faites aux femmes. Il y a quelque chose qui est très écume, si vous voulez, et c'est un peu comme disait Eva Darlan, qui s'occupe beaucoup de cette question et a raison, et combien a raison. Elle est vraiment la voiture balai des mesurettes. C'est un peu méchant, mais c'est plutôt réel, puisqu'en fait le fond de la question de l'égalité homme-femme n'est pas vu. Comment la construction du féminin, du masculin se font dans les petites écoles, dans l'école, dans les familles, dans les médias, tout ça est pas vu. Donc on est complètement en aval de l'aval de l'histoire, des conséquences. Et par exemple, la mesure complètement stupide, c'est si on voit qu'il a une arme et qu'il a été violent, on va enlever l'arme. Comme si on pouvait pas trouver d'autres armes, si vous voulez, ne serait-ce que le corps d'un homme face au corps d'une femme, c'est déjà une arme potentielle. Et si on peut pas trouver d'armes, genre couteau ou quoi que ce soit dans la maison, vous voyez. Et puis quand les femmes vont aller porter plainte, alors on leur expliquera bien leurs droits. Vous voyez, il y a quelque chose d'abord infantilisant, et je crois que là-dessus, Elisabeth sera aussi d'accord sur d'autres sujets. Sur un autre sujet. Mais fondamentalement, si vous voulez, le fait que qu'on ait eu quand même des Simone de Beauvoir, des Françoise Héritier dans ce pays, on dirait que ça a échappé complètement à Marlène Schiappa, ce qui est quand même dommage. Elisabeth Lévy. Alors, je suis d'accord avec... D'abord, j'apprends des choses en écoutant Virginie, puisque je l'avoue, je n'ai pas lu le plan dans le détail. Simplement, il y a 2 choses que je voudrais dire. D'abord, il y a une mesure qui m'a attiré l'attention, pas simplement la mienne, qui est la levée du secret médical sans demander à la victime. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme les femmes en être toutes les femmes, et notamment celles qui sont victimes de violences, c'est des êtres fragiles, qu'il faut aider. C'est un peu comme des enfants. Vous voulez, pour des enfants, il y a effectivement, je pense que pour des enfants, la levée pour des mineurs, on lève le secret médical quand c'est nécessaire, je suppose. Donc il y a quelque chose là qui est insupportable, si vous voulez, c'est cette image victimaire qui, à mon avis, n'est d'aucune femme, et qui fait des femmes des petites choses fragiles. Mais je voudrais tout de même répondre à Virginie sur la racine du mal. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, je crois comme Marcel Gauchet que le patriarcat a cessé d'exister, que la domination masculine a cessé d'exister. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, si vous voulez, la construction des petits garçons et des petites filles se fasse exactement sur le même modèle. Mais je crois en revanche qu'il faut faire attention à ne pas bazarder la différence des sexes avec le reste. Or c'est ça qui est en train de se passer avec les mères qui peuvent être pères ou l'inverse, avec la PMA. Si vous voulez, sans père, c'est-à-dire le fait que finalement la procréation peut tout à fait se passer d'homme, on est en train de congédier la différence sexuelle, de dire c'est pas bien, les petits garçons et les petites filles ça doit être exactement pareil. L'expérience. Il ne faut pas caricaturer comme cela les questions de genre, Elisabeth, tout de même, parce que là vous faites une sacrée caricature. Il y en a tous les jours de la caricature, il y a tous les jours on apprend. Non, dans la réalité il y a de la caricature. Tous les jours on apprend une histoire complètement délirante qui a trait à ces questions de genre, à des précautions qu'il faut prendre. C'est d'ailleurs des gens très branchés sur ce genre de questions qui ont interdit Sylviane Agacinski à Bordeaux, au demeurant. Donc, ne confondons pas tout. Moi, je trouve le débat est passionnant. Seulement, je pense à toutes les femmes qui sont dans des situations difficiles. Elles ne sont pas dans les réflexions sur le genre. Vous avez raison, Arlette. On peut revenir peut-être au quotidien. Alors, moi, je n'ai pas regardé non plus tout à fait dans le détail, effectivement, les mesures de Marlène Schiappa. Je m'interroge sur l'histoire de la levée du secret médical, mais s'il y a un certain nombre de mesures pratiques, concrètes, qui peuvent aider les femmes, pardon de le dire, à sortir de la merde dans laquelle elles se trouvent, des violences, être accompagnées, être écoutées, être entendues, protégées, et des mesures d'éloignement, effectivement, des types leur mari ou leur compagnon qui les menacent,
Je dis, c'est déjà quelque chose. Mais ça nous a déjà été. Vous avez absolument raison, mais ces mesures de bon sens nous ont déjà été annoncées. Nous les avons même déjà commentées. Je suis d'accord, mais ok, mais temps de les mettre en œuvre. Exactement, mais c'est comme pour le reste. On décide, on fait et on applique. Si c'est ça, c'est déjà bien. Après, bravo à vos réflexions, mais moi je pense déjà au concret. Et c'est comme effectivement tous les sujets. Celles qui sont dans ces difficultés, qui se retrouvent un jour dans un commissariat de police et auquel on dit ciao, c'est gentil, chère madame, mais rentrez chez vous. Non, mais il faut que vous partiez de chez vous et laissez votre mari. Vous partez de chez vous, vous quittez votre mari et qu'est-ce qu'on fait des gosses ? Ça, c'est un sujet accessoire. Si on peut régler ça, vraiment, et pas juste des annonces ministérielles, ce qui est quand même spécialité de tous les gouvernements. Un mot juste sur ce que dit Arlette. Mais je voulais justement rebondir sur ce que dit Arlette. Allez-y. Pardon. Ce qui est intéressant, justement, c'est que vous dites si on pouvait régler ça. Mais on parle de vie humaine. Bien on sûr. parle de vies humaines qui sont brisées, qui sont dans des situations, dans des spirales tout à fait terrifiantes. Et l'idée, si vous voulez, que l'État peut ramener les choses à la normale, elle est tout de même pas tout à fait vraie. Par ailleurs, il faut faire tout ce que vous avez dit. Mais l'État ne peut pas tout faire, mais l'État peut quand même donner des moyens précis, la justice, la police. Ce que je pense, c'est que j'ai le sentiment, d'après les témoignages qu'on a pu lire à ce sujet dans la presse, que le plus important, c'est qu'elle puisse effectivement se barrer de chez elle et trouver un endroit sûr. Un refuge. Parce que si elle reste chez elle, même si le mari se tire, il sait toujours où elle est. Exactement. Ce qui est quand même... Excusez-moi, je voulais rebondir sur ce que disait Arlette Chabot il y a quelques instants, mesdames. Pardon. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce Grenelle contre les violences faites aux femmes, ce soit une fois de plus un Grenelle ou un projet de loi? Et parce qu'on est malheureusement le pays qui vote le plus de lois, mais où on en applique le moins. Moi, c'est bien ce que je disais en préambule, justement. Je crois que les mesures essentielles sont quand même dans nos mains. Maintenant, il y a quand même, et là je reviens, il y a quand même aussi une construction du respect de l'autre, du respect de la personne humaine. On est, comme disaient les philosophes féministes des années 60, la seule espèce dans laquelle les mâles tuent les femelles, c'est quand même très particulier. Donc ça veut dire bien qu'il y a quelque part... Il y a aussi des femelles qui tuent les mâles chez nous, je vous rappelle quand même. Mais de manière... Ça arrive. Non, les 40 mecs qui sont tués par leurs femmes ne sont pas pertes... on ne peut pas les passer par perte de ses profits. Non, mais on peut pas arrêtons. Diriger les femmes en saintes victimes. Mais je ne parle pas... C'est pas la question de la victime. Vous comprenez bien qu'il y a un système, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, comme si la domination masculine n'existait plus. C'est faux. Le patriarcat existe encore, évidemment. Nous sommes en total désaccord. Et à votre évidence, j'opposerai une autre évidence, il n'existe plus, évidemment. Il n'existe plus. Regardez aujourd'hui... alors, si on parle internationalement, vous voyez à quel point ça existe encore. D'accord, très bien. Vous savez, vous connaissez aussi bien que moi, j'imagine, les inégalités de salaire. Vous connaissez aussi bien que moi la question, justement, des femmes tuées sous le coup des conjoints. Vous savez le nombre de viols qui sont commis chaque année et chaque jour en France. Est-ce que vous connaissez, il y a des vols, est-ce que vous dites parce qu'il y a des vols en France que la propriété n'est pas respectée en France? Non, c'est pas ça, Elisabeth. Deux secondes, je m'explique. Pardon. Tout cela, il y a quand même une question du patriarcat encore très vivace aujourd'hui en France. Mais bien sûr... Mais vous ne voyez aucun des éléments de la domination féminine. Regardez, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, toute critique d'une femme est... Je peux pas continuer là-dessus. Regardez, par exemple, les espaces de culte. Ils sont à 100% masculins aujourd'hui, qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques, protestants, c'est la même chose. Il y a des faux pasteurs, il y a des rabbins. Alors c'est toujours l'exception. Alors ça, c'est toujours la même histoire. Les rabbins, il y en a deux. Mais regardez, il y a Christine Lagarde qui gagne peut-être plus que la plupart des mecs. Oui, ok. En effet, il y a toujours des exceptions. Chez les protestants, c'est pas une exception. Vous pouvez pas les chez les protestants, c'est pas les orthodoxes. Mais globalement, regardez aujourd'hui dans les conseils d'administration, on en est à peine à 20-25% de femmes qui sont administrateurs, administratrices dans les conseils d'administration. Il faut que je vous réponde à un moment parce que là, ça fait 3 minutes. Excusez-moi. Donc, si vous pensez que d'abord, si vous pensez, si vous voulez que la sexualisation des femmes et la pornographie. C'est ça. Vous allez aussi sur l'autel du Mais tout ça va ensemble. Soit je vous réponds, soit on arrête. Allez-y, mais il fallait quand même que je précise aussi la construction sexualisée de la femme. Non mais d'accord. Eh bien écoutez, le fait que la femme soit sexualisée ne me paraît pas être un élément du patriarcat, mais un élément, d'accord, le fait que l'homme aussi est sexualisé, je vous le rappelle. Attendez, non, là j'arrête. Là je me barre. Franchement, soit je finis, soit je me barre. Elisabeth, vous allez laisser parler, donc vous arrêtez de me couper la parole et de ricaner toutes les 2 secondes parce que c'est pas comme ça qu'on peut discuter. Je vous le dis, là, ça commence à... Reste une minute, s'il vous plaît. Non, ça suffit. Non, Elisabeth Lévy.
D'accord. Il ne faut pas infantiliser Virginie. Elisabeth, non, mais laissez Elisabeth répondre. Stop, passons à autre chose. 9h02 exactement à suivre. Juste avant 10h, on aura le bonheur de recevoir Henri de Montvallier et Nicolas Rousseau pour leur livre Les imposteurs de la philo. Restez en notre compagnie. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver nos 3 éditorialistes. Arlette Chabot, journaliste que vous connaissez bien, Virginie Martin, politologue et professeur-chercheur, et également Elisabeth Lévy, journaliste, polémiste et rédactrice en chef de Causeur. Et ça réagit au 0826 300 300 et c'est encore une femme qui nous appelle puisque nous avons Corinne de Chamonix. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Sud Radio. Bienvenue sur Sud Radio. De quoi voulez-vous parler avec nos éditorialistes ce matin ? Pas du sujet, donc elles viennent d'avoir une montée d'adrénaline, puisque maintenant les journalistes, les éditorialistes n'ont des montées d'adrénaline que sur du sociétal. Mais je ne comprends pas. On a des aberrations à géométrie variable. Donc, quand M. Macron nous fait la loi des fake news, ça concerne quand même les journalistes. Le secret des affaires, quand on voit le Mediator, quand on voit l'amiante, le temps que des gens ont dû se battre. Mais là, on n'a pas de coup de sang. Ça passe comme une lettre à la poste. Hein. On laisse tout passer. Quand le gouvernement fait les plus grosses fake news, là, on n'a pas un coup de sang. L'adrénaline, elle ne monte pas, elle est en bas. Comme M. Darmanin nous dit, c'est super. 7,5 milliards qu'on a récupéré. Ouais, Google, sur la fraude fiscale. Ils n'avaient pas une amende de 2 milliards. Donc si on regarde, en fin de compte, les 3,5 milliards, c'est les pauvres petits cons qui se sont fait avoir. Donc, parce que c'est un leurre. Depuis 20 ans, ces journalistes et éditorialistes nous disent les fonctionnaires, c'est des feignants. Alors les autres Français, moi je suis dans le privé, j'ai travaillé toute ma vie. Eh ben, tout le monde fait du monde contre les uns, contre les autres. Après, la campagne électorale, eh ben, la CSG va les prendre aux vieux pour les donner aux jeunes. Eh ben, les vieux contre les jeunes. Après, il faut plus... Vous voulez dire, Corinne, qu'en fait, on divise le pays, les vieux, les jeunes, les fonctionnaires, le privé, oui, et tout y quanti. Les journalistes et les éditorialistes, depuis 20 ans, on nous parle plus d'économie censée, Alstom est une aberration. On a détruit notre société. Quand un président va en Algérie et dit que la France n'a pas de culture, moi, je vois pas des coups de sang. La dernière chose, après, je vous laisse. Ça, c'est une fake news, madame. Oui, il a pas dit ça. Ça, c'est une fake news parce que quand Emmanuel Macron a dit il n'y a pas de culture française, qui était la phrase exacte, peu importe, c'est pas ça le problème. La fake news, si vous voulez, c'est que tout le pays, ou en tous les cas une bonne moitié des éditorialistes de ce pays, dont votre servante, mais bien d'autres, ne se sont pas émus, ils ont trépigné et on lui ressort tout le temps. Donc ça, c'est pas vrai. Alors vous avez raison dans certaines de vos critiques des journalistes, mais cette critique un peu globale est un peu un amalgame. On va faire réagir Arlette Chabot. Oui, non, mais je veux dire, c'est vrai que il y a tout dans ce que dit Madame, on peut l'entendre, effectivement. Je n'ai pas compris les fake news du pouvoir, les manipulations, des journalistes qui participent à monter les Français les uns contre les autres. Je dirais que on peut plaider en bas de nos coupes de temps en temps, mais enfin, je pense qu'on organise surtout des débats, vous voyez, même entre nous, mais avec d'autres, où des citoyens peuvent s'exprimer. Parfois, on en fait trop, parfois, certains dérapent, on peut s'excuser, mais franchement, je ne pense pas que les journalistes soient beaucoup à l'origine de fake news. Ils les combattent plutôt. Quand Madame cite l'amiante, je crois que c'est grâce à la presse que certains scandales sont révélés. C'est vrai pour ce qui concerne le scandale du Mediator. C'est vrai en ce qui concerne le scandale de l'amiante. Donc, je pense que chacun doit prendre sa part en ce moment, puisqu'il est de bon ton de battre sa coulpe. On peut battre nos coulpes. On a toujours une bonne raison de le faire, ou une mauvaise, au choix. Mais en tout cas, je pense que quand même, rejeter les journalistes de la démocratie, du fonctionnement de la démocratie, c'est quand même, généralement, quand il n'y en a plus, c'est pas bon signe. Oui, Virginie Martin, les deux professions les plus haïes de France, je rebondis sur ce que disait Corinne de Chamonix, c'est les hommes politiques, enfin les femmes politiques aussi, et les journalistes. Les huissiers sont pas mal placés quand même. On fait un peu mieux que les huissiers. Ça tombe bien, comme vous l'avez rappelé, moi je suis chercheur et prof, donc vas-y. Donc c'est pas mal. Ouf. Il me semblait normal de restituer. Exactement, je l'ai échappé belle. En revanche, je ne suis pas fonctionnaire.
Mais pour reparler de la question des fonctionnaires, notamment, c'est peut-être un peu anecdotique, mais ça illustre quand même ce que disait Madame, et notamment elle pointait ça du doigt. C'est vrai que parfois, peut-être aussi, c'est un peu la question des chaînes d'infos qui se sont beaucoup développées. Ça va très vite, ça va trop vite, mais notre monde va très vite et trop vite. Nous-mêmes, nous allons trop vite et très vite. La preuve par l'affaire Dupont de Ligonnès, où il était arrêté le vendredi soir et où le samedi midi, il s'appelait Guy Joao et il partait en vacances en Écosse. C'est le meilleur exemple, voilà, parce qu'on se dit, si je le fais pas, il faut que j'ai le scoop, il faut que je sois le premier, etc. Pour être le premier, on va dans la précipitation et on fait des bêtises. Et je voulais revenir, par exemple, sur la question des fonctionnaires. C'est vrai que souvent, on a tendance à essentialiser les fonctionnaires, comme s'il n'y avait qu'une catégorie de fonctionnaires, alors qu'on sait bien, il y a les fonctionnaires de catégorie A, B, etc. Il y en a qui sont très, très, très grandement payés, qui sont type énarques, polytecniciens, etc. Trésoriers, payeurs généraux, voilà, c'est les mieux payés. D'autres qui sont, au contraire, très peu payés, qui ont des carrières vraiment un peu poussives. Donc, qui mettent leur peau en jeu, comme les policiers. Voilà, exactement. Donc, il n'y a pas le fonctionnaire. Et c'est vrai que, bon, parfois, parce que l'actu va très vite, on a tendance, et certains hommes politiques et femmes politiques aussi disent les fonctionnaires. Non, mais par exemple, pardon. Voilà, oui. C'est vrai qu'on a tendance à jouer un peu de ces catégories. Mais par exemple, il y a bien une chose commune aux fonctionnaires, c'est par exemple leur statut avantageux pour la retraite, qui est calculé sur les 6 derniers mois et non pas sur, je sais pas, 25 ans. C'était 25 ans. Donc, ce qui est absolument pour la retraite, ça change énormément de choses. Donc ça, c'est vrai pour tous les fonctionnaires. Il y a quand même un statut des fonctionnaires qui est... Donc vous avez raison. Après, non, mais ce que je veux dire, c'est que le patron de la Cour des comptes et quelqu'un qui est employé qui est standardiste au Conseil général des Hauts-de-Seine ou d'ailleurs. Si vous voulez, c'est vrai que ces métiers qui sont très liés aux médias nous oblige à aller un peu vite. C'est vrai que nous, en tant que chercheurs, on a beaucoup de temps, on va faire dans la nuance, etc. Sauf qu'on peut pas. Nous, on parle en 3 ans, alors qu'ici, on parle en 3 minutes. Alors, je voudrais ajouter, là-dedans, il y a quand même une responsabilité qui est aussi celle du public, parce que c'est le public qui veut aussi, qui ne tolère pas d'attendre 3 secondes. Mais c'est vrai. Pour avoir une information. Je voudrais quand même, juste, ça n'a rien à voir, sur Xavier de Ligonnès, Dupont de Ligonnès, je vais défendre un tout petit peu la profession, parce que il se trouve que l'information a été donnée à très haut niveau. Elle a été donnée par le ministre, en réalité, par le ministre. Cabinet du ministre. Voilà. Donc, en général, quand un ministre vous annonce une arrestation, on n'a pas de raison d'en douter. Je veux dire, on peut toujours faire des vérifications, mais là, c'était une information quasiment officielle, sauf qu'elle n'était pas officielle. Donc, c'est nos autorités qui se sont qui se sont mis dedans, et c'est elles qui se sont précipitées pour avoir la gloire de l'arrestation. Mais je voulais dire un mot sur le début de notre discussion. Il faut quand même pas oublier que les conflits, c'est naturel dans une société. Il est naturel que nous ne pensions pas tous pareil. Il est naturel que nous n'ayons pas tous les mêmes intérêts. Et il me semble que le rôle de la politique, c'est d'essayer de représenter, de civiliser ces conflits, y compris dans le brouhaha parfois, dans la Chambre des communes. Ça n'est pas toujours comme si on buvait le thé, mais c'est ça la démocratie. C'est la civilisation des conflits. C'est pas l'effacement de ces conflits. Et là aussi, où je suis d'accord avec Elisabeth, c'est aussi notre responsabilité et la responsabilité des gens en général, des lecteurs et des lectrices. Vous voyez, quand dans n'importe quel aujourd'hui papier écrit sur les .fr, les .fr, les express.fr, etc., on nous dit temps de lecture, 1 minute, 3 minutes. Vous avez raison. Il y aurait 12 minutes, on fermerait tout de suite, on serait effrayé par les 12 minutes. Pas eu trop de donc c'est aussi un peu notre faute. Ma minute utile. Non, mais je voulais faire réagir Arlette et vous trois sur une chose importante. C'est Corinne qui en a parlé. Les retraites, est-ce que ça va être le point chaud du gouvernement, pour le gouvernement d'ici la fin de l'année? Moi, j'écoute Arlette. Non, c'est tout à fait un autre sujet. Moi, je ne sais pas faire de pronostic, évidemment, parce que sinon, on va y encore les journalistes pensent, savent avant tout le monde et se trompent. Vous avez le droit de faire une hypothèse. Oui, alors justement, ce que j'allais dire, je n'affirme pas, je formule une hypothèse très modestement que, effectivement, on voit bien que le gouvernement s'inquiète avec ce rendez-vous du 5 décembre et de cette coagulation possible des mécontentements et des inquiétudes, parce qu'au fond, cette réforme de la retraite, les Français ont découvert à la rentrée qu'elle concernait tout le monde, et pas uniquement, justement, certaines catégories des fonctionnaires, mais que chacun était impacté. Donc, tranquillement, lentement, sûrement, on a l'impression que le gouvernement s'achemine vers une réforme extrêmement soft, qui sera une application de la réforme pour les entrants,
les nouveaux entrants, ce qu'on appelle la réforme grand-père, c'est-à-dire c'est les nouveaux entrants sur le marché du travail. Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, en gros, sera affecté. À partir de 2025, on met la réforme en route, ça s'applique aux nouveaux entrants, c'est-à-dire, bonjour, peut-être que Emmanuel Macron, en tout cas, ne verra pas, même s'il est réélu, à la fin de son 2e mandat, la mise en œuvre de sa réforme.